La famille est le premier champ de bataille psychique de l'être humain. Cette phrase, attribuée à Carl Jung, n'est ni symbolique ni excessive. Elle décrit une réalité intérieure que presque personne n'ose nommer. Car bien avant que le monde extérieur ne vous juge, ne vous rejette ou ne vous mette à l'épreuve, votre esprit a déjà appris à se défendre, à s'adapter et parfois à se taire, au sein même de la famille. C'est là que se forment les premières blessures invisibles, celles qui ne saignent pas, mais qui façonnent toute une vie. Dès l'enfance, la famille devient le premier lieu où l'on comprend, souvent sans mots, ce qu'il faut être pour être accepté. Certains apprennent qu'ils doivent réussir, d'autres qu'ils doivent rester discrets, d'autres encore qu'ils doivent être forts, même quand ils ont mal. Et ce qui rend ce processus si puissant, c'est qu'il ne passe pas par la réflexion consciente, mais par l'émotion répétée. Ce que l'enfant ressent encore et encore finit par devenir une vérité intérieure. À ce stade, il ne s'agit plus d'événements isolés, mais d'une structure psychique en formation. Jung appelait cela des complexes. Un complexe n'est pas un défaut de caractère. C'est un noyau émotionnel chargé, construit très tôt, souvent dans la relation aux parents et aux frères et sœurs. Et plus le lien est proche, plus le complexe est profond. Voilà pourquoi les conflits familiaux sont si douloureux. Ils réveillent des couches anciennes de la personnalité, là où l'ego n'était pas encore solide. Là où l'amour, la reconnaissance et la sécurité semblèrent dépendre du regard de l'autre. À ce moment précis, une illusion se met en place, celle que la famille devrait naturellement comprendre, soutenir et protéger. Mais Jung insistait sur un point dérangeant: la famille n'est pas un espace neutre. C'est un système chargé d'histoires non résolues, de peurs transmises, d'attentes silencieuses et de frustrations refoulées. Les parents transmettent souvent ce qu'ils n'ont jamais guéri, non par malveillance mais par inconscience. Et les enfants, eux, absorbent tout. C'est ici que naît une tension fondamentale. D'un côté, le besoin d'appartenance, de l'autre, le besoin de devenir soi. Et très tôt, l'individu comprend qu'il devra parfois choisir, se conformer pour être aimé ou s'éloigner pour respirer. Cette tension ne disparaît pas à l'âge adulte. Elle change simplement de forme. Elle devient des silences, des incompréhensions, des distances émotionnelles, parfois même des ruptures nettes que personne n'arrive vraiment à expliquer. Si tant de personnes ont des problèmes avec leurs proches, ce n'est pas parce qu'elles sont faibles ou ingrates, c'est parce que la famille est le lieu où l'inconscient prend racine. Et ce qui n'a pas été compris là-bas continue de se rejouer ailleurs, dans les relations, dans le travail, dans la manière de se juger soi-même. Comprendre cela est le premier pas. Mais ce n'est pas encore le plus difficile. Ce que Carl Jung a observé à travers les complexes, d'autres psychologues l'ont confirmé par des angles différents, parfois plus directs, parfois plus dérangeants. Et c'est là que le tableau devient clair. Les conflits familiaux ne sont pas des accidents, mais des conséquences logiques de la manière dont l'être humain se construit. Alfred Adler, par exemple, a placé la famille au centre du développement de la personnalité. Pour lui, le sentiment d'infériorité naît presque toujours dans l'enfance, et très souvent dans la comparaison familiale. Comparaison entre frères et sœurs, comparaison implicite dans les attentes parentales, comparaison silencieuse dans l'attention donnée à l'un plutôt qu'à l'autre. L'enfant ne se demande pas « est-ce juste ?». Il se demande « qu'est-ce que je dois faire pour avoir ma place ?» Et cette question, une fois installée, continue d'agir pendant des décennies. Adler expliquait que chaque enfant développe une stratégie de vie à partir de sa position dans la famille. Certains deviennent performants, d'autres deviennent conciliants, certains deviennent rebelles, d'autres se rendent invisibles. Le problème n'est pas la stratégie elle-même, mais le fait qu'elle reste active à l'âge adulte, même quand elle n'est plus nécessaire. C'est ainsi que naissent les incompréhensions familiales. Chacun rejoue son rôle ancien, sans s'en rendre compte, face à des personnes qui ont changé, mais pas autant qu'on l'imagine. De son côté, Erich Fromm a posé une question essentielle. La famille aime-t-elle de manière mature ou conditionnelle ? Selon lui, beaucoup de conflits viennent du fait que l'amour familial est souvent lié à ce que l'on est, à ce que l'on fait ou à ce que l'on représente. L'enfant apprend alors que l'amour peut se retirer.
Et ce message, même subtil, crée une insécurité profonde. Plus tard, l'adulte cherchera soit à mériter l'amour en permanence, soit à s'en détacher pour ne plus dépendre de ce jugement. Mais le point commun entre tous ces penseurs est fondamental. Aucun ne parle de coupable. Ils parlent de système, de dynamique, de transmissions invisibles. La famille fonctionne comme un organisme émotionnel. Quand un membre change, tout le système résiste. Pas par méchanceté, mais par peur de perdre son équilibre. C'est pour cela que les tentatives de transformation personnelle provoquent souvent des tensions familiales inattendues. La psychologie moderne a confirmé ce mécanisme. Des études en psychologie systémique montrent que les conflits familiaux augmentent lorsque l'un des membres sort du rôle implicite qui lui a été attribué. Ce n'est pas le changement qui dérange, c'est la rupture de cohérence interne du système. La famille ne lutte pas contre la personne, elle lutte contre l'inconnu qu'elle représente désormais. C'est ici que beaucoup se sentent incompris. Ils pensent avoir grandi, mais leur entourage continue de les voir à travers une image ancienne. Et cette dissonance crée douleur, frustration et parfois distance. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est un conflit entre passé psychique et présent réel. Et maintenant, une question s'impose, souvent évitée mais essentielle. Pourquoi certaines familles n'arrivent-elles jamais à dépasser ces schémas, même avec le temps et les explications? La réponse se trouve dans ce que la science moderne a découvert sur le cerveau émotionnel, et c'est ce que nous allons voir ensuite. Lorsque la psychologie contemporaine et les neurosciences se sont penchées sur les relations familiales, elles n'ont pas contredit les grands penseurs du passé. Elles les ont validés, simplement avec des mots différents et des preuves mesurables. Aujourd'hui, nous savons que le cerveau émotionnel ne distingue pas clairement le passé du présent lorsqu'une blessure ancienne est activée. Face à un parent, un frère ou une sœur, l'adulte peut redevenir en quelques secondes l'enfant qu'il a été autrefois. Les recherches sur l'attachement, initiées notamment par John Bowlby, ont montré que les premières relations familiales créent des schémas relationnels durables. Ces schémas déterminent comment une personne perçoit la proximité, le rejet, le conflit et la sécurité affective. Et surtout, ils deviennent automatiques. On ne les choisit pas. On les reproduit. Voilà pourquoi certaines discussions familiales dégénèrent toujours de la même manière, même après des années de maturité apparente. Les études en neurosciences affectives ont également mis en évidence le rôle de l'amygdale, cette zone du cerveau impliquée dans la détection du danger émotionnel. Lorsqu'un ton, un regard ou une phrase rappelle inconsciemment une blessure passée, l'amygdale réagit avant la pensée rationnelle. Le corps se tend. La voix change. La défense s'active. Et la personne ne réagit plus à la situation présente, mais à une mémoire émotionnelle ancienne. C'est ainsi que naissent les conflits familiaux les plus incompréhensibles. La science moderne parle aussi de transmission intergénérationnelle. Des études montrent que le stress, les traumatismes non résolus et les styles relationnels peuvent se transmettre non seulement par l'éducation, mais aussi par des mécanismes biologiques et comportementaux subtils. Cela signifie une chose dérangeante. Beaucoup de tensions familiales ne commencent pas avec vous. Elles passent à travers vous, et sans conscience, elles continuent après vous. C'est ici que réside le nœud du problème. La plupart des familles fonctionnent sur un pacte silencieux, ne pas remettre en question l'équilibre émotionnel établi. Dire certaines vérités est perçu comme une menace. Poser des limites est vécu comme une trahison. Évoluer intérieurement devient un acte de rupture, et celui qui change est souvent étiqueté comme froid, distant ou ingrat. Non pas parce qu'il a mal agi, mais parce qu'il a cessé de jouer son ancien rôle. Comprendre cela ne signifie pas couper les liens. Cela signifie voir clair. Voir que certaines attentes familiales ne sont pas de l'amour, mais de la dépendance émotionnelle. Voir que certaines critiques répétées ne sont pas des conseils, mais des projections. Voir que le silence n'est pas toujours une absence d'affection, mais parfois une incapacité à communiquer autrement. La véritable maturité psychologique commence lorsque l'on accepte une vérité inconfortable. On ne guérit pas une famille entière. On se guérit soi-même à l'intérieur du système. Et ce travail intérieur modifie déjà l'équilibre, qu'on le veuille ou non. Certains comprendront, d'autres résisteront. Mais le processus est inévitable. Si tant de personnes souffrent avec leur famille,
Ce n'est pas parce qu'elles ont échoué relationnellement, c'est parce qu'elles sont arrivées à un point de conscience où l'ancien fonctionnement ne suffit plus. Et ce passage, bien que douloureux, est souvent le début d'une véritable individuation, celle que Jung considérait comme la tâche la plus difficile et la plus nécessaire de toute une vie.